Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À ma femme Janine. L'histoire des Azous. Préface. Qu'est-ce qu'un mythe ? Une histoire qu'une société se raconte, et où elle met une bonne dose de sensibilité au service de ses valeurs. Il y a de grands mythes, qui fondent durablement une religion. Il y en a de petits, et même de tout petits. Les Azous sont de cette catégorie-là. Tout le monde en a entendu parler, en garde en mémoire quelques images, quelques sons, quelques anecdotes, autour de l'étoile jaune en particulier. Après Emmanuel Rioux et Jean-Claude Loiseau, Gérard Régnier, musicien et historien du jazz, reprend la question, en y ajoutant ce qui a fait le prix de ses travaux précédents, un copieux dépouillement de la presse des apostrophes. Époque. Des témoignages recueillis in extremis, celui de Françoise Ziffrit est remarquable, et un bon réflexe comparatiste, le conduisant toujours, même si son expertise de première main porte sur la France et la Belgique, à aller jeter un coup d'œil ici en Allemagne, là aux Pays-Bas. Le sous-titre de ce livre dit tout. Cette histoire-là est aussi une géographie qui commence dans les États-Unis des jitterbugs et pousse jusqu'au Potapka prageois. Grâce à ces atouts, il est possible d'affiner les analyses antérieures, et en dressant le portrait du vrai Zazou par rapport à ses caricatures, lui-même assumant d'être une caricature, de comprendre d'où il vient et où il va. Le Zazou est d'abord une jeunesse. Il se situe dans la longue tradition du conflit des générations, et de l'hédonisme réel ou supposé des cadets par rapport aux aînés. Ici, on le repère tout de suite. Ces lieux de sociabilité publique sont classiquement les débits de boissons, auxquels divers témoignages, à commencer par celui de Boris Vian dans Vercoquin et le Plancton, ajouteront ces lieux de sociabilité privée que sont la chambre d'étudiants ou la maison des parents, transformés en arènes de surprise party. La vie quotidienne du Zazou serait incompréhensible sans cette donnée typique d'une époque de guerre, bien étudiée par Alain Kiévéré. Le bal clandestin ici dans sa version citadine et swing. Quand on se rappelle que le bal public a été interdit non par les Allemands, non par Pétain mais par Georges Mandel, pendant la drôle de guerre, et ne sera réautorisé officiellement qu'en 1945, on touche du doigt l'enjeu du zazouisme, si c'est d'abord l'affichage d'une provocation de jeunes, est ensuite, et surtout, un bouc émissaire pour toute une opinion rigoriste qui va de Vichy à la Résistance avec une nette surprésentation des militants de la collaboration, due à la visibilité du phénomène dans la capitale, même si l'un des apports de Gérard Régnier est de recenser de multiples indices rappelant opportunément qu'il y a des Azous à Rennes aussi bien qu'à Carcassonne. Mais à l'époque moderne il n'y a pas de jeunesse sans ce que notre époque appelle une culture jeune. Le Zazou se définit artistiquement par un goût musical, résumable en un mot, dont l'équivoque fait la force, swing. D'où la confusion qui s'établit entre trois entités. Le jazz originel des années 20, déjà patrimonialisé par l'école Duc Panassier, le jazz swing de la fin des années 30 et enfin la manière dont les swings font fête en vrac aussi bien à des musiciens salués par les amateurs de jazz, de Django Reinhardt à André Oder, qu'à des formations considérées par ceux-ci comme trop tournées vers la variété, Jack Hilton, voire comme de simples pitres, Freddie Jumbo, puisque si bien DQ'. Une esthétique se crée, elle génère ses hiérarchies, son bon et son mauvais goût. Si l'on ajoute à ce pôle swing, évidemment central, le goût pour le cinéma américain, au moment même, fin 1941, où il est officiellement pas toujours dans la réalité interdit, la lecture vaguement clandestine du magazine Esquire et la tabagie de Cravenat, la lecture politique du phénomène commence à prendre forme et, comme pour le rock plus tard dans les pays de l'Est, est paniable même si la frontière entre les trois cercles du non-conformisme, de la provocation et de la rébellion est par définition difficile à préciser. Sous cette réserve, il est facile d'énumérer les points sur lesquels l'affichage Zazou se révèle, ne serait-ce qu'à lire les articles de la presse collaborationniste, redoutablement efficaces. La Zazou se farde outrageusement et tend à s'habiller en homme, son compagnon choisit systématiquement une apparence anti-virile, cheveux longs ou relevés en toupet, veste trop longue, pantalon étriqué. Au risque de surinterpréter, ne peut-on pas voir dans le doigt levé, signe Zazou par excellence, une parodie du bras levé ? Qu'on ne puisse guère aller plus loin dans l'analyse tient aussi à l'ambiguïté du phénomène. Gérard Régnier nous en rappelle au passage plusieurs données. D'un côté l'appartenance du Zazou standard à la bourgeoisie, ce que confirmeraient les lieux d'implantation des bars concernés,
du quartier latin aux Champs-Élysées, est l'occasion de rappeler que la culture collabo est imprégnée de populisme anti-bourgeois, prêt à dénoncer la dégénérescence des pairs et la décadence des anciennes élites. De l'autre, la tolérance allemande pour le jazz, appréciée par beaucoup d'officiers de l'armée d'occupation, toujours les élites, comme en témoignent les publicités publiées dans la Pariser Zeitung, est l'occasion de rappeler l'impossibilité où se trouve la société culturelle, à Paris comme à Prague, tout comme le totalitarisme nazi, de ne pas faire la part du feu. On ferme les yeux sur les cours de danse et on n'a aucune gêne à faire fête à Mademoiselle Swing. À la libération, le retour progressif à la liberté s'accompagnera de l'instauration d'un ordre moral résistant qui fermera les maisons closes, restaurera la censure de la librairie pour les publications destinées à la jeunesse et qui, pour commencer, tondra les cheveux aux femmes suspectées de collaboration horizontale, tout comme, l'image dans ce livre est saisissante, un dessinateur du journal de Doriot rêvait de tondre les azous. Assurément, le discours rigoriste est moins gros de menaces réelles dans une démocratie libérale que sous une dictature, mais force est de reconnaître que chaque époque a sa dose de moraline, qu'elle soit variable ne change rien à l'affaire. Pascal Horry. Avertissement. Le phénomène socioculturel du zazou avait naturellement une place de choix dans le cadre de ma thèse « Jazz et société en France sous l'occupation » 1940 à 1944. Il avait été pour moi l'occasion de rencontrer un grand nombre de témoins, et pour certains d'entre eux, des acteurs importants dans ce domaine d'une certaine jeunesse de l'occupation, qu'il appartient de situer et de mesurer son importance dans la société française de l'époque. L'importance de ces sources orales avait été remarquée par le jury de ma thèse et figurait notamment dans le rapport de soutenance de l'un de ses membres. Travail de recherche résultat d'une ambition historienne originale. Prenant en compte l'existence d'une mémoire officielle sur son sujet, l'auteur a réussi à déconstruire cette vision officielle en s'appuyant non seulement sur un faisceau très riche d'éléments factuels issus d'archives diverses mais aussi sur une prise de distance entreprise avec les acteurs impliqués dans l'histoire de la période. Dès lors, confronté au jeu ou nous, éternel dilemme de l'écriture académique, bien posé par Émilie Doré, j'ai pris le parti d'abandonner le nous de modestie qui fait partie des codes d'expression des textes universitaires pour un jeu franc et assumé. On trouvera tout au long des pages de ce texte les noms et le détail de mes rencontres enregistrées, associés parfois à des courriers et des entretiens téléphoniques. Commençons par Michel Vian, personnage de choix dans la tribu des Azous du Pam Pam, café des Champs-Élysées, où elle trônait aux côtés de Boris, son mari. Le contact fut établi par Claude Léon, le meilleur ami de Boris, et Michel me proposa un rendez-vous à la rotonde Vavin du boulevard Montparnasse, le 10 octobre 2008. C'est un café où elle se retrouvait souvent avec Boris, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Première rencontre un peu froide. J'évoque notamment le référendum en forme de ballade, qui valut à Boris Vian un second prix au concours du Hot Club de France de mars 1944 et le traité de civisme, écrit dans les années 1950 après leur divorce. Seconde rencontre le 28 octobre 2008. J'ai rendez-vous avec Michel au 137 boulevard Montparnasse, à Paris, où elle vit dans un tout petit appartement. Devenue presque aveugle, Michel s'est organisé pour déchiffrer quelques textes grâce à une loupe et à une tablette support. Mais c'est à l'écoute de la radio qu'elle passe l'essentiel de son temps. Nous allons rejoindre à pied la brasserie La Rotonde Vavin, très proche. Michel marche à mon bras aidé de sa canne blanche. Je dois dire que ce n'est pas sans émotion, que je progresse ainsi doucement avec Chloé de l'Écume des Jours. C'est dans son appartement de l'avenue de Friedland, à Paris, qu'Eddie Barclay me reçoit très aimablement. Devant un pastis étiquette Barclay, nous évoquons ses débuts dans l'organisation des clubs Eddie Barclay. Mais j'ai vite compris qu'il ne souhaitait pas s'étendre sur le club de la période de l'occupation, ni sur le florissant cours de danse de la rue Boissière, dont je connais tous les détails, grâce notamment au saxophoniste Robbie Davis, au clarinettiste Claude Abadie et au contrebassiste Emmanuel Soudieu qui s'y sont produits. J'ai réussi à prendre contact avec Claude Abadie grâce au répertoire figurant en annexe du magazine Jazz Dixie, Swing, comportant la liste des musiciens et anciens musiciens français, où nous figurions tous les deux. Il me reçoit le 21 janvier 1999, dans son appartement à Suresnes,
où nous allons évoquer longuement sa carrière, en partie pour la plus connue, associée au trompettiste Boris Vian. Cette rencontre fut très importante pour moi, car elle m'apporta du grain à moudre pour mes recherches sur le jazz et la société sous l'occupation. Claude Abadie me fit l'honneur et le plaisir d'assister à la soutenance de ma thèse, le 22 février 2006 à la Sorbonne, salle Jean-Baptiste Durosel. Il m'annonça que 8 jours plus tard, à 86 ans, il allait animer le bal des anciens élèves de Polytechnique à l'Opéra Garnier, à la tête d'un orchestre de 10 musiciens sur des arrangements de sa composition. C'est grâce à Willis Taquet et à nos rencontres à son domicile à Mons que je dois l'abondante documentation qui m'a permis de présenter en détail l'histoire des Azous en Belgique. Dans son livre L'Étoile jaune, Léon Poliakoff fait figurer la liste des 12 jeunes filles arrêtées le 7 juin 1942, boulevard Saint-Michel à Paris, pour port illégal de l'Étoile jaune. La liste a été dressée par l'administration du centre d'internement de la caserne des Tourelles, boulevard Mortier, à Paris. Parmi elles figure ma concitoyenne, la Havraise Françoise Ziffrit. Elle devrait pouvoir m'apporter son témoignage à propos de cette manifestation de solidarité de juin 1942, que l'on attribue aux Azous. Partir à sa recherche allait de soi, et j'allais rapidement retrouver sa trace, au Havre, rue Michelet où, célibataire, elle vit au 4e étage d'un immeuble ancien sans ascenseur. Nous sommes en 2002, et je vais faire la connaissance d'un personnage hors du commun. Chrétienne, elle avait tenu à manifester son indignation après l'annonce par les autorités d'occupation de l'obligation du port de l'étoile jaune par les Juifs. Emmanuel Soudieu fut le contrebassiste de Django Reinhardt pendant toute l'occupation. Il a été témoin de l'enthousiasme des Azous à l'occasion des nombreux concerts du quintet du Hot Club de France, à Pleyel notamment. Il a rencontré les jeunes Azous des milieux privilégiés de l'Ouest parisien, lorsqu'il accompagnait Eddie Barclay, dans son hockey club du 8 de la rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement. Je peux ajouter mes rencontres avec le trompettiste Christian Bellust, qui se produisit et enregistra pendant toute la durée de l'occupation, Angel Dubois, Bill Woody, trompettiste belge Reky Dusto, musicien dans les brasseries allemandes. Historiographie. Si une multitude d'articles ont paru sur les Azous, la vérité oblige à dire que les seuls travaux scientifiques d'historiens existants à ce jour sont le mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine d'Emmanuel Rioux, Les Azous, un phénomène socioculturel pendant l'occupation, soutenu en 1987 à l'Université de Paris 10 Nanterre, et son article dans la revue Histoire, Emmanuel Toumieux Rioux, Les Azous, enfants terribles de Vichy, Histoire, numéro 165, avril 1993. Le livre de Jean-Claude Loiseau, Les Azous, reste une référence et figure en bonne place parmi les nombreuses compilations sur le sujet. Le roman de Gérard de Cortanze, Zazou, occupe une place à part. C'est un livre intéressant, d'une très belle écriture, avec de nombreux passages passionnants, dont l'auteur prend la précaution de le présenter comme un roman et non comme une œuvre d'historien. Habilement, il dresse une longue liste des ouvrages sérieux qu'il a manifestement consultés. Le swing, avant les Azous. Jazz et swing au pays du jazz. C'est dans l'enregistrement de Duke Ellington du 2 février 1932, à Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That Swing, qu'apparaît pour la première fois le mot swing dans une composition de jazz. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on peut déjà recenser plusieurs occurrences du terme swing. Commençons par la définition des jazz fans du swing, du vrai, reprenant en la résumant celle que propose Jacques Reda, substantif et verbe anglais signifiant balancement, se balancer, devenu d'emploi extensif dans le langage et la littérature du jazz. Il est certain que dès qu'il y a jazz ou tentative de jazz, la notion de swing l'accompagne en quelque sorte comme son principe vital. Le swing vient-il à manquer ? Le jazz manque alors à lui-même ou n'est plus que son propre simulacre. Le terme swing ayant connu sa plus grande fortune à l'époque des grands orchestres que l'on vient d'évoquer avec Duke Ellington, il est devenu indissociable des orchestres swing, qui ont favorisé l'apothéose du swing au sens strictement musical. Mais ces orchestres ayant produit un jazz qui, par ses arrangements et son exécution, invitait à la danse, les danseurs se le sont approprié et on en est venu à parler du swing,
pour la danse aux combinaisons multiples de pas, qui connut un grand succès dès cette époque. On danse le swing. Aux États-Unis, c'était le jitterbug. La swing era, ou air swing, nous vient des États-Unis, où elle se développe au moment où le pays sort de la Grande Dépression. Les musiciens noirs avaient été les premiers et les plus touchés par un chômage qui allait culminer en 1933, avec près de 14 millions de chômeurs sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Le milieu du music hall et des cabarets constitue un des domaines où la reprise se manifeste le plus tôt, le public éprouvant le besoin de se divertir. La prohibition touchait à sa fin, mais faisait encore les affaires de tout un monde interlope de gangsters et de proxénètes qui fréquentaient comme la bourgeoisie blanche venue s'encanailler les nombreux clubs de Harlem, dont le fameux Cotton Club. C'est dans ces cabarets et music-halls que les musiciens noirs se produisaient. L'année 1933, avec le New Deal de Roosevelt, marque le début d'une reprise. Duke Ellington et Louis Armstrong tirent parti de leur renommée en Europe qui les a découverts grâce au disque, pour s'y produire en tournée. D'autres, moins renommés, visent les cabarets des capitales européennes. Les grands orchestres blancs. Aux États-Unis, si en 1934 des orchestres noirs comme ceux de Chick Webb et de Fletcher Henderson se produisent encore avec succès en concert, à l'Apollo de Harlem notamment, ce sont les grands orchestres blancs, favorisés par la ségrégation raciale, qui vont tirer parti de l'engouement du public pour le swing, le jazz que l'on danse. L'abondance du public, qui se passionne pour le swing et la danse, demande de grandes salles de bal qui exigent elles-mêmes de grands orchestres. Commence alors l'âge d'or des grandes formations, des big bands. Les grands orchestres blancs de qualité se multiplient, tels ceux des frères Dorsey, Artie Shaw, Glenn Miller, Harry James, Gene Krupa, Benny Goodman. Et comme le public aime danser sur des airs qu'il peut retenir facilement, les grands orchestres puiseront largement dans le répertoire des comédies musicales de Broadway, les chansons de George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, Richard Rodgers, O.J. Carmichael, qui deviendront des standards joués par tous les musiciens de jazz et passeront rapidement l'Atlantique. Benny Goodman, virtuose de la clarinette, s'est fait remarquer à l'occasion d'une audition avec son orchestre à un show radiophonique de la NBC, mais c'est le concert au Palomar Ballroom de Los Angeles, le 22 août 1935, où les spectateurs, dans une salle bondée, lui font un triomphe qui va marquer le début de son ascension fulgurante aux États-Unis. Il devient le roi du swing. Son orchestre n'atteindra jamais les qualités de swing de celui de William Count Basie, mais les arrangements soignés de Fletcher Henderson donneront un jazz de qualité et l'Entertainment Machine va lancer une opération commerciale de grande envergure qui va toucher l'Europe comme les États-Unis. Les enregistrements vont se succéder sans relâche, de même que les émissions de radio et les films. L'émission radiophonique hebdomadaire Let's Dance, diffusée depuis New York, dont la première a eu lieu le 1er décembre 1934, attire un nombre considérable d'auditeurs et son indicatif est connu de toute l'Amérique. En juillet-août 1937, Benny Goodman participe au tournage du film Hollywood Hotel, dans lequel l'orchestre joue 14 morceaux, dont le fameux Sing Sing Sing, qui deviendra l'indicatif d'un feuilleton quotidien sur Radio Paris, l'Épingle d'Ivoire. Le film connaît un très grand succès, y compris en Europe où Benny Goodman se rendra pour le présenter. Il est à Paris en mars 1938. Le film continuera à être projeté en zone non occupée jusqu'en 1941. Comme je résidais alors dans la zone non occupée, jusqu'en novembre 1942, mon premier souvenir de cette vogue du swing fut le triomphe remporté auprès des jeunes par le film Hollywood Hotel avec Benny Goodman, puis celui de Sun Valley Serenade avec Glenn Miller. Les films américains furent importés en zone non occupée jusqu'à L'. Entrée en guerre des États-Unis, fin 1941. Dès 1935, les grandes compagnies se disputent également la distribution des disques de Glenn Miller, autre grand orchestre swing qui symbolisera en France à la Libération la liberté retrouvée et le retour de la musique américaine. Admirateur de Jimmy Lunsford, son orchestre ne comportera jamais de grands solistes comme celui de Benny Goodman, mais son jazz est de qualité, il y a un son Glenn Miller. Comme Goodman, il se fera d'abord connaître par la radio en 1938, avec une émission intitulée Paradise Restaurant, enregistrée et distribuée par la marque Victor. C'est au cours de l'émission du 18 juin 1938 qu'il joue pour la première fois Moonlight Serenade,
qui allait devenir son indicatif et une arme de séduction très utilisée par les danseurs des années 50. Le 1er août 1939, il enregistre In the Mood, distribué en Europe presque en même temps qu'aux États-Unis, et les partitions et orchestrations suivront très vite. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter Ambiance, qui en est le titre francisé, enregistré le 27 janvier 1941 par Alix Combel et le Jazz de Paris. Le 24 juillet 1938, un autre grand orchestre swing, celui d'Artichaut, enregistre Begin the Begin de Cole Porter qui devient un immense succès aux États-Unis comme en Europe. Ce sera un des morceaux les plus joués à la radio en France sous l'occupation, y compris sur Radio Paris. Mais les choses se sont assez vite gâtées en France. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter la chanson Je suis swing chantée par Johnny S., succès fulgurant en 1939. Comme on le verra sous l'occupation avec les Azous, toute musique syncopée était du swing, et on allait descendre très bas dans la médiocrité, au désespoir des amateurs de jazz. Suprême affront pour ces derniers avec la dernière occurrence du mot swing. Les Azous allaient être appelés les swing ou petits swing. On galvaude, on dégrade le mot swing, essence du jazz. Le Zazouza de Cab Calloway. Les Azous ne pouvaient qu'être associés au jazz dès l'apparition du phénomène, ne serait-ce qu'en raison des emprunts qu'ils lui font ou qu'on leur attribue. Leur nom d'abord, obtenu à partir du Zazouza de Cab Calloway, chanteur et chef d'orchestre américain, un des meilleurs spécialistes du scat ou scat singing, manière de chanter où les paroles sont remplacées par une suite d'onomatopées ou de syllabes sans signification permettant une liberté d'improvisation comparable à celle d'un instrument soliste. Cab Calloway, couronné roi du I de Idaho, enregistre Zazouza à New York, le 2 novembre 1933. Il devient très populaire aux États-Unis lorsqu'il remplace Duke Ellington au Cotton Club de New York. Les 23 et 24 avril 1934, moins de 6 mois après l'enregistrement du fameux disque, dans le cadre d'une tournée européenne, Cab Calloway et son formidable orchestre nègre obtiennent un grand succès à la salle Pleyel. Jacques Canetti, rendant compte de ses concerts, cite parmi les meilleurs scat chorus de Cab Calloway Zazouza. Aurait-il pu imaginer que 5 ans plus tard cette onomatopée allait devenir le signe de ralliement des Azous? On retrouve l'onomatopée dans la chanson de Johnny S. Je suis swing, qui connaît en 1939 un énorme succès déjà évoqué. On attribue souvent aux Azous un rôle déterminant dans le succès du jazz sous l'occupation, en se référant à une affirmation de Charles Delaunay, secrétaire général du Hot Club de France, grand connaisseur de l'histoire du jazz en France, au rôle essentiel dans la vie de l'association sous l'occupation. Après sa démobilisation, il avait rejoint ses parents à Mougins et ne regagna Paris qu'en novembre 1940. Vers la fin octobre je crois, j'eus enfin des nouvelles de Paris. Je reçus un coup de téléphone d'un ami qui avait appris où je me trouvais. Pourquoi tardais-je tant à revenir ? Le public manifestait un intérêt sans précédent pour le jazz. On avait besoin de moi. Ma surprise fut immense. Sur la base de cette affirmation, Emmanuel Rioux en tire la conclusion, surprise bien légitime car jusqu'à présent en France, le jazz n'était vraiment apprécié que par un faible nombre d'amateurs. Elle parle d'un aspect très limité du public du jazz en France avant la guerre. Avec l'arrivée sur le marché du disque de la marque Swing, en 1937, petit à petit, le jazz gagnait du terrain, mais rien ne laissait supposer l'attrait qu'il se mit à exercer avec la guerre. C'est une assertion, reprise régulièrement encore actuellement, mais qui est inexacte. On évoque parfois, à l'appui de cette affirmation, le développement et même la création de hot clubs locaux de la zone occupée, sous l'impulsion de Charles Delaunay, ce qui est une réalité. Mais grâce aux concerts historiques des années 1930, puis à l'arrivée en France comme dans toute l'Europe, Allemagne nazie comprise, de la swing era, grâce également aux émissions de radio et aux disques, le jazz avait déjà conquis une partie importante du grand public. Un public pour le jazz avant la guerre. L'année 1933 est marquée par une série de 3 concerts qui sont considérés comme des événements. Les 28 et 29 juillet, le 1er août 1933, l'orchestre de Duke Ellington remplit 3 fois de suite la salle Pleyel. L'organisateur de la tournée était le chef d'orchestre anglais Jack Hilton qui faisait savoir le 27 juillet par le Figaro que, en raison de l'importance de la location pour le premier concert,
Duke Ellington et son fameux orchestre nègre donneront un second et dernier concert samedi 29 juillet à 21h15. En fait, en raison précisément de ce succès inespéré, un troisième concert eut lieu le 1er août. Les amateurs du Hot Club de France n'auraient pu à eux seuls remplir la salle Pleyel pendant les 3 séances. Ce succès est révélateur de l'intérêt que le jazz suscite dès cette année 1933, et on aura l'occasion de le vérifier plus encore l'année suivante avec la tournée de Louis Armstrong qui concerne Pleyel mais aussi de nombreuses villes de France. Déjà, quelque temps avant les concerts d'Ellington, une manifestation beaucoup plus modeste, organisée par Nissim Jacques Canetti, avait présenté au cinéma Falguière, 12 rue Armand-Moissan, le 20 février 1933, 3 films nègres inédits dans lesquels on entendait les orchestres de Duke Ellington et de Louis Armstrong et la chanteuse Bessie Smith. Le pianiste Michel Emer en fit un compte-rendu dans la revue Jazz Tango Dancing de mars 1933. Succès inespéré, organisateurs débordés, beaucoup de spectateurs ne purent prendre place ou demeurèrent debout pendant toute la séance. Devant ce succès, cette soirée fut renouvelée à huitaine. La soirée obtint un très gros succès qui est une heureuse indication pour l'avenir du jazz hot auprès des profanes. C'est encore Jacques Canetti qui est l'organisateur de la tournée en Europe d'Armstrong en 1934. Cette troisième tournée européenne d'Armstrong est historiquement très importante à bien des égards. D'une part par son ampleur car elle touche l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse et amorce même l'Italie. D'autre part par son retentissement au moment où dans les pays traversés, le jazz de scène nationale connaît un très grand succès. La tournée commence par l'Angleterre en avril, puis, après quelques mois de repos à Paris, Armstrong se produit les 9 et 10 novembre 1934 à la salle Pleyel. Le 7 novembre, il enregistre 7 faces dans les studios parisiens de Polydor Brunswick, dans le 13e arrondissement, à proximité de ce qui deviendra officiellement la place Louis Armstrong le 20 juin 1998, en souvenir de cet événement. Il enchaîne avec la Belgique du 13 au 25 novembre, se produisant à Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, puis c'est la Hollande, dans la salle du Dolezal de Rotterdam, la Suisse où son arrivée est annoncée à grand renfort de publicité, Théâtre Lumen et Hôtel Palace à Lausanne, Grosser Casino Salle de Berne le 4 décembre, Coursalle de Montreux le 5 décembre et enfin Zurich. Retour en France à la fin de l'année avec Strasbourg, Nancy, Dijon, la Côte d'Azur, Monte-Carlo, Nice et pour finir Montpellier et Marseille en janvier 1935. L'existence dès cette année 1934 de sections locales du Hot Club de France, à Nancy comme à Marseille, nous permet de disposer d'informations à propos des concerts de Louis Armstrong dans ces villes et de mesurer le succès que connaît déjà le vrai jazz en province. Il se produit le 9 décembre 1934 à Nancy, au cinéma Music Hall La Coupole. Il avait joué la veille à Strasbourg et se produira le 10 décembre à Dijon. À Nancy, le club local avait eu pour mission d'assurer un maximum de bouche à oreille et de faire passer une annonce dans l'Est républicain. Xavier Broker a recueilli en 1991 le témoignage d'André Martin, ancien président du tribunal de commerce de Nancy, extraordinaire. Il y a eu un enthousiasme incroyable, mais absolument pas le moindre incident. Il a joué son inoubliable West End Blues, et aussi pour conclure, le fameux When the Saint, qu'à l'époque le public ne savait pas encore reprendre en chœur. L'orchestre n'est passé qu'une fois sans entr'acte, début à 21h pile et jusqu'à peu près 1h du matin. Quel choc! Je m'en souviens comme si c'était hier. Le jeune Hot Club de Marseille présidé par Meguizol, notaire, va lui aussi réserver un accueil triomphal à Louis Armstrong proclamé président d'honneur de la section. Armstrong va jouer au cinéma Odéon de la ville du 7 au 10 janvier 1935, avant de se produire au casino municipal de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.